Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai pas de retour son. J'attends de savoir si les gens m'entendent ou pas. Oui, on entend bien. Oui, on entend bien. On t'entend bien, Virginie. Personne ne m'entend? Je t'entends très bien, Virginie. Et là, vous m'entendez? On entend très bien, oui. On vous entend bien. Donc là, vous m'entendez? Oui. Yes. Oui. Faire comme ça. Parfait. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de revenir dans la communauté française après une longue période d'absence qui a été extrêmement riche pour moi. Mais vraiment, je suis profondément heureuse de revenir à Paris, de revenir dans la communauté française, de retrouver tous mes collègues que j'ai laissés à mon départ parce qu'on se sent un peu seul quand on arrive dans un pays où personne ne vous connaît, où vous devez un peu tout reprouver. Donc, j'ai appris énormément. J'espère partager avec vous ce que j'ai appris là-bas. Et surtout, je ne suis pas là pour vous convaincre qu'il faut remplacer votre pratique actuelle, que vous changez votre pratique actuelle en remplaçant la radiothorax ou votre stéthoscope par de l'échographie pulmonaire. On est juste là pour vous donner une information sur un outil supplémentaire qui peut enrichir votre pratique. On ne veut pas absolument vous asséner quelque chose de nouveau, on veut juste délivrer une information qui, on pense, peut vous aider à donner des soins et avoir une pratique plus personnalisée, plus basée sur la physiopathologie des patients. C'est beaucoup plus intéressant si c'est interactif. Alors, ce n'est pas toujours facile quand on est en distanciel, mais surtout, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, on pourra y répondre après. Je voudrais remercier quand même Pascal Bolo de m'avoir invité, le Chiesi d'avoir sponsorisé cette journée, qui sont toujours là, et Mandovi aussi, qui va arriver, qui m'a gentiment invité, à l'instant elle arrive, Christophe, enfin voilà, toute l'équipe de Chiesi pour avoir sponsorisé cette belle journée. Je ne peux pas quand même commencer ce topo sans vous montrer où j'ai habité donc, pendant ces 10 dernières années, enfin 9 années exactement. J'ai travaillé à l'hôpital St Thomas à Londres. Le building en lui-même n'est pas très beau, mais la vue est absolument splendide puisqu'on a une vue sur House of Parliament, Westminster. Donc c'était, je venais en vélo tous les jours en traversant les parcs, donc c'était une très belle qualité de vie, même si le travail était très très intense. C'était un niveau 3-4 avec une réanimate et une réapédiatrie qui travaillaient ensemble, 50 lits de réanéonate avec 7000 accouchements par an et un hôpital multidisciplinaire pédiatrique où on avait toutes les spécialités sauf la neurochirurgie, mais ça c'est en cours. Voilà. Et bien sûr, beaucoup de belles rencontres, des gens avec qui j'ai gardé contact et avec qui on travaille en réseau. Quand on a commencé, j'ai appris l'écho pulmonaire en 2014 grâce à Nadia Youssef. Et à cette époque-là, en Angleterre, les médecins ne touchaient pas à l'appareil d'échographie. C'était uniquement pour faire les ETF. Mais le reste était considéré comme dangereux. Il y avait des problèmes de sécurité pour les patients parce qu'on disait c'est le domaine réservé des radiologues. Le cœur, c'est les cardiologues. Donc, ne touche pas à cet appareil. Parce qu'il y a tout un système de governance derrière qui fait que qui va valider ton rapport, comment tu stockes tes données, comment on peut valider que tu es bien expert et que ce que tu écris et ce que tu vois sont conformes à ce que recommandent les experts. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui sont les experts. Et de quel droit est-ce que tu vas agir sur ce que tu as vu pour que cela impacte les soins que tu vas donner à tes patients. Donc, les débuts ont été très critiques. On a dû travailler beaucoup, former des gens, former des équipes, partir en créer des groupes. Et le premier s'appelait NeoFocus UK. C'est un groupe de néonatologistes, j'avais en arrière, qui est tous passionnés de point of care ultrasound, ce qui veut dire le cœur, le poumon, les cathéters et plus. Bien sûr, j'ai été formée au surf avec Daniel Lichte.
Et là? C'est bon. Ça s'est désactivé tout seul, je suis désolée. Voilà. Ah bon? Pourquoi? Voilà. Donc, sans attendre plus longtemps, on va commencer à parler de cette échographie pulmonaire. Oui, il y a de plus en plus maintenant de papiers qui sortent sur l'evidence-based, sur l'utilisation d'échographie pulmonaire néonatale. On va parler des recommandations internationales sur le sujet pour le nouveau-né. Quel équipement utiliser, comment régler vos machines, et description de la normale. En sortant de cet après-midi, vous avez tous les outils pour commencer à scanner quand vous rentrez dans vos services. C'est une technique qui est simple. Donc, quand vous rentrez, vous pouvez pratiquer tout de suite. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Désolée, toutes les diapos sont en anglais. J'ai demandé la permission à Modovi de ne pas avoir à tout retraduire. On va parler aujourd'hui des principales recommandations internationales, de l'équipement, de parler de tout ce qui est governance, c'est-à-dire comment les critères d'une qualité d'une bonne échographie, le stockage, comment reporter toutes ces échographies et décrire le poumon normal. Et Rafik, en deuxième partie, vous parlera de tout ce qui est pathologie. Quelques petites histoires. Les débuts d'échographie pulmonaire ont été très difficiles aussi pour son créateur, qui est Daniel Lichtenstein, qui est un intensiviste, un réanimateur adulte qui a décrit les premiers patterns de l'échographie pulmonaire en 1986 et il l'utilisait alors que la nuit en réanimation adulte, la radiologie était fermée, donc il avait une réanimation cardiologique et il n'avait pas d'accès d'imagerie la nuit. Donc il dit, j'avais pris l'habitude, on avait pris l'habitude de borrowing, donc d'emprunter la machine. Il faisait une escapade dans les services de radiologie la nuit, il empruntait la machine d'échographie du service et un jour, alors qu'on lui a dit il n'y a pas du tout de liquide dans le thorax de ce patient, ne le scanne pas, ne fait rien, il l'a fait quand même, il a vu qu'il y avait une énorme quantité de liquide autour du poumon et en ponctionnant, il a amélioré le retour veineux pulmonaire, amélioré l'hémodynamique et la ventilation de ce patient. Et à partir de là, il a commencé à décrire tous les patterns de l'échographie pulmonaire. Ces articles ont été rejetés pendant les 12 ans qui ont suivi. Donc, je pense que c'est un beau modèle de résilience et que vous avez votre rôle à jouer parce qu'à partir de là, le nombre de publications n'a fait que augmenter avec un petit déclin, je trouve, ces 2 dernières années parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont été publiées maintenant. Mais donc, c'est pour vous montrer qu'il y a une littérature qui est abondante, qui est maintenant solide, mais qu'on vous attend pour explorer encore d'autres domaines. L'échographie pulmonaire est performante. Grâce aux adultes, ils ont comparé la performance de cet outil au standard qui est le scanner thoracique et ils ont montré qu'en termes de sensibilité, de spécificité pour les 4 patterns principaux, l'échographie était très performante pour ce qui est des épanchements pleuraux, des consolidations, syndrome interstitiel et pneumothorax. Tout ça, ça va être repris par Rafik après. Mais pour ces 4 patterns de pathologie principaux, la performance de l'échographie pulmonaire est excellente quand on la compare au scanner. On est content que les adultes aient fait cette étude parce que nous, on ne va pas mettre des bébés dans des scanners. Donc, c'est très bien. Au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de publications individuelles, des case reports qui sont arrivés, publiés un peu de partout. Et il y a eu un besoin, un moment, d'avoir des recommandations internationales pour canaliser un peu toutes ces pratiques. Et c'est la première, en 2012, la première publication des recommandations internationales sont publiées. L'objectif était de standardiser la pratique de l'écho pulmonaire. Donc, il y a 28 experts de 8 pays qui se sont réunis 3 fois, je crois que c'était en Italie. Ils sont venus avec environ 70 recommandations, dont plus de 60 avec un strong agreement entre les experts sur les 4 patterns principaux dont on a parlé. Et la néonatologie et la pédiatrie faisaient partie de ces recommandations. C'était très succinct, mais ça a été très utile pour un peu résumer ce long document. En un tableau, ils ont montré que si l'on compare l'échographie pulmonaire avec la radio de thorax sur le dos allongé pour les nouveau-nés, l'échographie pulmonaire a une performance qui est supérieure
à la radio pour ce qui est du pneumothorax, du syndrome interstitiel et des épanchements pleuraux. Pour ce qui est des consolidations, leur performance est équivalente, sauf pour les patients ventilés, chez lesquels l'échographie pulmonaire permet de localiser précisément la consolidation. Quand on voit une radio, on voit une opacité, mais on ne sait pas si elle est antérieure ou postérieure. Sur la nature de la consolidation, parce qu'on peut faire une différence entre une atélectasie obstructive, entre une pneumonie, entre un dérecrutement, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment bien identifier sur une écho pulmonaire, alors que c'est plus difficile sur une radio de thorax. Donc ça, c'était la première recommandation internationale. C'était plus pour standardiser l'approche. Et puis est venu des recommandations sur les indications dans lesquelles il était recommandé donc d'utiliser l'échographie pulmonaire chez le nouveau-né, chez l'enfant. Ces recommandations sont venues de l'ESPNIC, donc European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care, avec des experts et des experts français que vous reconnaîtrez. Et ils sont, bon, il n'y avait pas encore beaucoup d'evidence-based, donc pas de recommandations de niveau A, mais beaucoup de strong agreements entre les experts et un niveau d'évidence, le meilleur était B, et il y en avait pas mal, qui recommandaient, qui disaient que l'échographie pulmonaire était un outil qui aidait à différencier entre l'AMMH et la DRT, à détecter la pneumonie du nouveau-né. Dans le diagnostic de syndrome de détresse respiratoire aiguë, dans l'inhalation méconiale, bronchiolite virale, pneumothorax, les épanchements pleuraux, l'œdème pulmonaire, mais aussi dans certaines formes de procédures telles que l'insertion d'un drain ou d'une aspiration à l'aiguille, thoracosynthèse. C'est intéressant de savoir qu'en Angleterre, chez l'adulte et chez l'enfant, il est interdit de mettre une aiguille dans le thorax sans avoir fait un repérage échographique préalable. Donc, c'est probablement quelque chose qui va venir assez vite, en tout cas en Angleterre, chez le nouveau-né. Et puis, par la suite, chaque pays, on s'est rendu compte qu'en fait, chaque pays avait sa propre governance, avec son propre système qui faisait que c'était difficile de faire une recommandation internationale qui soit valable et applicable dans tous les pays. Donc, nous, de côté anglais, on a, sur la gauche, on a publié un protocole qui pouvait être utilisé directement par chaque service, adapté à ces pratiques, mais qui remplissait tous les critères de governance qu'une équipe du NHS avait besoin en termes de stockage, d'interprétation, de formation, pour que les gens puissent mettre en place cette échographie pulmonaire rapidement. Et les Américains ont fait exactement ce qu'il fallait, l'équipe nord-américaine, canadienne et américaine, où ils ont développé aussi ces protocoles en étant reconnus par l'American Academy of Pediatrics, donc endorsé par les sociétés savantes. Et c'est ce qu'on est en train de faire en Angleterre. On essaie d'être endorsé par le BAPAM, qui est la British Association of Perinatal Medicine. En France, donc, on a monté le GEP. On est en train de travailler sur ces protocoles. Et je pense qu'il faudra faire la même démarche, d'être reconnu par des sociétés d'experts. L'échographie pulmonaire est utile pour faire des diagnostics, mais elle est aussi utile dans la pratique fonctionnelle, c'est-à-dire pour, par exemple, guider le recrutement pulmonaire, pour monitorer un pneumothorax. Quand on clampe un drain, est-ce que le pneumothorax est en train de se réaccumuler? Est-ce qu'un épanchement pleural se réaccumule ou s'améliore? Tout ça, ça permet de faire une surveillance régulière de la pathologie sans avoir à exposer le bébé à des rayons. Et puis, bien sûr, dans des procédures telles que la position de la sonde d'intubation, l'insertion d'un drain, tout ça, ça permet, moi, je ressens comme ça, et c'est recommandé d'avoir des gestes qui permettent une plus grande sécurité et de diminuer les accidents. L'échographie pulmonaire, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, ou comme disait l'anglais, le cake and the cherry on the cake, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'inconvénients en fait à l'utiliser. C'est très rapide. Quand on a l'habitude, ça prend en moyenne 2 minutes et demie. Ça peut prendre peut-être 7-8 minutes supplémentaires si vous avez déjà un appareil d'échographie. Après, si vous voulez acheter certaines sondes, oui. Le learning curve est très, très rapide. Rien à voir avec l'apprentissage de l'échographie cardiaque. On apprend vite et c'est facile. Et puis, il y a un très bon agreement, une très bonne corrélation entre
les opérateurs. Merci. Voilà. Alors, je ne savais pas trop mon audience qui serait là. Je pense qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, que les niveaux d'expérience en échographie sont très variables. Il n'y a que des jeunes et des un peu moins jeunes. Voilà, les gens à qui j'ai fait cette présentation m'ont dit, mais quand même un petit peu de physique sur l'ultrason. Donc, j'ai mis quelques diapos sur la physique des ultrasons. C'est toujours, je pense, ça fait du bien de rappeler. Je vous, quand même, recommande, mais alors à 100%, la vidéo YouTube de Monsieur Richard Fisher, qui sont absolument incroyables, avec des vidéos qui vous allez tout comprendre sur la physique de l'échographie. Je dois prévenir que toutes ces quelques diapos viennent de ses propres diapos sur YouTube. J'ai fait des screenshots parce que ça ne sert à rien de réinventer quelque chose qui est vraiment parfait. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube et regarder ces vidéos. Juste pour vous rappeler, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite sonde d'échographie? Il y a un cristal piézoélectrique qui reçoit un courant alternatif électrique qui, au contact de ce courant électrique, va se déformer. Et les déformations de ce courant, les déformations de ce cristal, ici, va créer dans le milieu, comme il y a une contraction de ce cristal, va transférer des ondes. Et ça, c'est votre milieu avec toutes les molécules. Le transfert d'ondes dans ce milieu vont créer des zones de compression et des zones de raréfaction. On comprend que les zones de compression, la pression va monter. Dans les zones de raréfaction, la pression va diminuer. Et si on rapporte ça sur un graphique, dans l'axe des ordonnées, on a la pression dans le milieu et l'axe des abscisses, on peut avoir soit le temps, soit la distance. Okay? Donc, la pression dans notre milieu, il monte à l'endroit où il y a une compression, la pression diminue quand il y a une raréfaction. C'est ce qui crée ce modèle d'onde. Si on bloque dans le temps, on gèle un point dans le temps et qu'on dit que l'axe des X est le temps, eh bien, entre le départ et la fin de l'onde, c'est une période. C'est une période de cette onde. Si on dit on gèle ce point dans l'espace, eh bien, cette onde ici représente une longueur d'onde. Et quand on caractérise les ondes ultrasons, on doit donner, elles sont caractérisées par la période, la longueur d'onde, la vélocité dans le milieu, la fréquence, le secteur. Donc ça, je n'ai pas développé parce que c'est plus pour l'échographie cardiaque avec le frame rate et les line density, le focus et le gain. Donc, bien sûr, chaque milieu a sa propre vélocité. On voit qu'elle est très faible dans l'air, donc on va s'attaquer au poumon qui a beaucoup d'air. Les ondes passent peu, elles sont très ralenties dans l'air. Elles passent très bien dans l'os et dans les milieux plus hydriques. Cette notion sur cette diapo est extrêmement importante, même si je pense que vous la connaissez tous, je la rappelle quand même, que la longueur d'onde, c'est la vélocité sur la fréquence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on baisse la fréquence? Ici, vous voyez que l'onde ici, sa fréquence est plus importante. Si j'ai un objet, par exemple, qui a cette taille-là, vous voyez ma souris, eh bien, cette onde qui a une fréquence élevée va être capable de dépister mon objet. Donc, tant que mon objet est plus grand que ma longueur d'onde, ma sonde va le dépister. Par contre, si je mets ce même objet ici, la longueur d'onde étant plus grande, parce que la fréquence est plus basse, va passer à côté de mon objet. Donc, si je veux améliorer la définition de ce que je regarde, il faut mieux avoir quelque chose qui a une onde qui soit à haute fréquence pour avoir une bonne définition sur ce que j'étudie. Par contre, on va voir que ces ondes, au fil du temps, dans les tissus, s'atténuent. Donc, quand vous avez une haute fréquence, vous avez une très bonne définition, mais vous perdez en pénétration dans le tissu. C'est ce qu'on va voir après. Donc, les ondes, quand elles arrivent dans les tissus, elles sont réfléchies, donc la sonde envoie une onde, elle arrive sur le premier milieu, là, une partie réfléchie droite vers la sonde, c'est ce que votre signal d'écran va interpréter, la machine va interpréter, en sachant qu'on perd une partie des signaux par specular reflection. Et ce qui est important, c'est que vous scannez bien perpendiculaire aux structures étudiées, parce que vous voyez que si la structure n'est pas, si votre onde n'est pas perpendiculaire à la structure, les ondes vont être réfléchies un peu dans toutes les directions et vous allez perdre beaucoup d'informations. Peu d'ondes vont revenir vers la sonde. Donc, si vous avez une structure d'intérêt, il faut bien que votre onde soit perpendiculaire à cette structure. Le scattering, c'est lorsque l'onde envoyée se réfléchit sur une structure toute petite, bien plus petite que l'onde, et donc les ondes sont un peu réfléchies dans toutes les directions.
on n'a pas une très grande définition dans ce cas-là. Et l'atténuation, eh bien, c'est quand votre onde traverse différents milieux, elle perd un peu en intensité parce que l'énergie est absorbée par les différents tissus. Donc, c'est pour ça que souvent, très profond, en profondeur, on perd un peu de définition de l'image. Donc, pour récapituler, la fréquence est très importante. Plus votre fréquence augmente, sur l'axe des ordonnées à gauche, on a la longueur d'onde. À droite, on a la pénétration. Quand votre fréquence augmente, donc vous avez plus en plus d'ondes, votre longueur d'onde ici va vous permettre à une haute fréquence, vous allez avoir une meilleure résolution, alors que vous allez avoir ici à haute fréquence, vous allez avoir une moins bonne pénétration. Donc, soit vous voulez voir un tissu en profondeur, vous allez avoir une moins bonne résolution, mais comme il faut que vous alliez voir là, vous aurez une meilleure pénétration. Si vous regardez quelque chose très en superficie, comme la ligne pleurale, il vaut mieux prendre une fréquence élevée parce que vous voulez une très bonne résolution et que vous n'en avez un peu rien à faire de ce qui se passe au fond, d'accord, en profondeur. Voilà, donc voilà comment, mais ça c'est très basique, comment les images sont créées. La sonde envoie une image, une partie est réfléchie, ce qui crée une image grise. Et plus la réflexion, la réverbération est importante, plus l'image devient blanche. Ici, il y a une très grande réverbération, donc l'image devient blanche. Et suivant l'importance de la réverbération, de la réflexion, vous avez une image qui est plus ou moins grise. Le focus. Alors, le focus, c'est très important parce que quand on envoie une onde, on sait qu'avec la réflexion, réfraction, toutes ces ondes qui sont un petit peu, qui divergent un peu dans toutes les directions au fur et à mesure qu'elles pénètrent dans les tissus, l'onde, au départ, est un signal bien étroit et linéaire et qu'il a tendance à s'élargir à distance. Et quand on additionne toutes ces ondes, eh bien, à la fin, on a une image ici qui peut être un petit peu plus floue. Donc, ce que fait le focus, c'est qu'il va introduire un élément de concavité dans le signal pour essayer de centrer tous les rayons sur le point d'intérêt. Et c'est important quand on fait de l'écho pulmonaire. La région d'intérêt, c'est la ligne pleurale. Donc, sur les machines qui n'ont pas un autofocus, de bien mettre votre focus sur la ligne pleurale, vous avez des images très différentes. Certaines machines comme J, par exemple, vous ne pouvez pas régler, c'est de l'autofocus. Mais quand vous pouvez, essayez de bien régler votre focus sur la ligne pleurale. L'exemple de focus, ici. Voilà, l'exemple de focus, ici, avec la valve, ici, qu'on ne voit pas très bien parce que le point focal est sur l'apex. Et ici, la valve que l'on voit très, très bien avec une bonne définition parce que le focus est placé plus près de la valve. Vous voyez une définition assez différente. Est-ce que vous m'entendez toujours là? Ensuite, le gain. Il ne faut pas une image trop noire, pas une image trop claire. Très important, le time gain compensation que vous avez sur toutes les machines, qui est important de régler de façon homogène. Vous voyez ici, vous avez une barre blanche et ici une barre noire. Je vous montrer des exemples d'échographie pulmonaire où ça n'a pas été réglé correctement, ce qui fait qu'on crée des faux artefacts. Donc, toujours ajuster de telle sorte que l'image soit bien linéaire. À droite, une image avec un gain trop bas, à gauche, trop clair. Voilà. Donc, l'optimisation de l'image, il va falloir gérer la profondeur. Le secteur, c'est surtout pour les phase array, pour les échos cardiaques. La fréquence, le focus et le gain. Je dirais que pour le focus, pour l'écho pulmonaire, ce qui compte, c'est votre fréquence, le focus et le gain. Les artefacts, c'est ce qui crée l'écho pulmonaire, on va en parler après. L'artefact principal de l'écho pulmonaire, c'est la réverbération, avec une grosse réverbération entre les tissus hydriques et l'air du tissu sous-jacent. Et ensuite, on a tout ce qui est réfraction, mais je ne vais pas trop en parler. Donc, je vous ai dit quel est l'artefact le plus important dans l'écho pulmonaire, parce que soft tissue, les muscles, la peau, enfin, tout ce qui est de l'eau. Et ensuite, ils vont rencontrer la plèvre et l'air, avec une impédance acoustique, vous voyez, qui est extrêmement différente entre l'air qui est à 400 ici et les tissus sous-cutanés qui sont à 1 million ici. Cette différence d'impédance acoustique fait que la majeure partie, mais 99% des ondes, quand elles vont atteindre la ligne pleurale, vont être renvoyées vers la ligne, vers la sonde. Et ça va créer donc une image très blanche et linéaire qui est la ligne pleurale. Ça va être le début de l'examen.
Donc, toute la sémiologie de ce que vous allez voir aujourd'hui est basée sur cet artefact-là. Alors, quelle machine? Si vous avez une machine, c'est la bonne. On n'a pas besoin de racheter de nouvel équipement, peut-être la sonde. Donc, par exemple, quand moi je suis arrivée à Saint-Thomas, on avait ces machines Philips avec une très bonne machine, avec une sonde linéaire, mais un peu trop grande, un footprint qui était trop grand, qui est très bien pour une nouveau-né à terme, mais qui faisait tout le thorax des prémains. Mais on avait cette sonde linéaire. Les deux sondes qui sont recommandées, ce sont les sondes linéaires qui sont très bien chez nouveau-nés, que la majeure partie des néonatologistes utilisent. Mais je ne pourrais pas dire ça seulement parce que le professeur Lichtenstein, lui, recommande la sonde microconvexe, qui est en fait notre sonde de TF. Pour lui, c'est la meilleure, c'est celle qu'on doit utiliser. Bon, il n'a pas fait beaucoup de nouveau-nés, même je pense qu'il a raison, mais on n'a pas de sonde. La sonde microconvexe, la sonde de TF qu'on a pour les nouveau-nés, convient très bien aux adultes parce qu'elle se glisse bien entre les deux côtes adultes, mais elle est trop grosse pour les côtes des enfants. Et on n'a pas encore de microconvexe néonatal. Donc, pour l'instant, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser une sonde linéaire. Pour les prémas, il y a des microlinéaires. Toutes les compagnies maintenant font ça, soit sous forme de microlinéaires comme ça c'est G qui fait ça, ou les hockey sticks, on appelle ça, en club de golf. Les deux sont très, très bien. Ce sont des sondes qui sont très haute fréquence, qui permettent de voir très bien la région pleurale. Donc ça, c'est pour ce qui est tout superficiel. L'autre, c'est la microconvexe qui a une fréquence qui peuvent être abaissées entre 5 et 10 MHz. Ils sont quand même très utiles à des copulmonaires parce qu'elles vont vous permettre d'apprécier les consolidations importantes, les épanchements pleuraux, surtout quand ils sont importants, pour avoir une meilleure visibilité des limites et des structures anatomiques adjacentes. Donc en pratique, voici votre machine. La première chose, c'est que vous prenez la sonde la plus haute fréquence que vous avez. L'idéal, c'est de demander à votre compagnie, GE ou Philips, ou enfin, j'en sais pas, tout le monde, de venir et de scanner un bébé avec vous pour pouvoir vous faire une application poumon. Comme ça, vous n'avez pas à refaire toutes les settings à chaque fois. Vous avez une application poumon et tout le monde utilise la même. Il n'y a pas celui qui fait des clics de 1 seconde et ceux qui en font de 6 secondes. Tout le monde a un peu une pratique homogène dans le réglage de la machine. Donc, première chose, faire une application poumon dans votre machine. Et toutes les focus, que ce soit les cathés, le poumon, les 3 boutons, c'est la profondeur, le gain et la focus. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir des super machines sophistiquées. Plus elles sont basiques, mieux c'est. Donc, on va interpréter des artefacts. Et la première chose qu'on va rechercher, c'est les côtes ici, la côte supérieure, la côte inférieure et la ligne pleurale. Alors, je vois que je suis passée un peu. Il faut que je repasse. J'ai perdu ma première slide, c'est dommage. C'est pas grave. Il y a une slide qui est partie. Voilà. Donc, la première étape de votre examen clinique, ça va être de retrouver les côtes, la côte supérieure et la côte inférieure, avec environ 40% de réverbération. L'os va absorber une partie de ces ondes. Donc, en arrière de l'os, il va y avoir ce qu'on appelle une ombre acoustique. Une ombre acoustique. En arrière de ces côtes, donc ça ne va pas être interprétable. Chez le préma, ce n'est pas ossifié, c'est encore du cartilage, donc souvent on arrive à voir en arrière. Chez le nouveau-né à terme, ça peut être plus difficile. Et entre deux, vous avez cette ligne pleurale qui est échogène, très fine et régulière et qui glisse, qu'on appelle la ligne pleurale, avec 99% qui vont être renvoyés. Donc tout ce qu'il y a derrière, ce n'est pas le poumon. Tant qu'il y a de l'air dans ce poumon, vous ne voyez pas le poumon lui-même, vous allez voir des artefacts. Okay. Voilà, je vais repasser à tout ça. Alors, les structures anatomiques de base, donc vous avez la peau. Ici, on a tout ce qui est musculaire, les côtes, et puis la ligne pleurale ici. Le professeur Lichtenstein appelait ça le signe de la chauve-souris. Pourquoi? Parce que vous pouvez imaginer une chauve-souris avec le bord supérieur des ailes, le corps de la chauve-souris. Le bord supérieur des ailes, ce sont les côtes. Et le corps de la chauve-souris, c'est la ligne pleurale. Voilà. Et c'est important de toujours commencer par ça parce qu'il y a des pièges. Si vous ne connaissez pas les côtes et la ligne pleurale, vous pouvez faire des interprétations erronées, notamment que votre son glisse vers l'abdomen ou en cas d'emphysème sous-cutané, on peut faire des erreurs. Donc toujours, c'est vraiment le point de départ de votre examen. Vous
posez la sonde verticale sur le thorax du bébé, vous repérez la côte supérieure, la côte inférieure et la ligne pleurale. Et cette ligne pleurale ici, elle doit être régulière, pas glisser. Elle glisse parce que, en fait, cette ligne pleurale, elle est constituée de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale qui glisse le long de la ligne de la plèvre pariétale. D'accord? C'est la plèvre viscérale qui glisse le long de la plèvre pariétale. Et ça donne un aspect de glissement pleural. On verra les descriptions. Quand on met un M-mode à cet endroit-là, je mets mon curseur ici sur la ligne pleurale, on voit deux images, la partie supérieure des lignes horizontales exclusives qui sont en fait la paroi thoracique qui ne bouge pas pendant la respiration et en dessous qui est en fait le scintillement de la plèvre qui glisse. Le mouvement de la ligne pleurale crée un mouvement qu'on appelle le seashore sign, c'est le mouvement de la mer et de la plage. Avec le sable ici et la mer. C'est important parce que dans le pneumothorax, ceci va être altéré. Donc, maintenant, vous savez repérer, vous mettez la sonde verticale sur le thorax du bébé. On verra un petit peu la technique de scan. Vous repérez la côte supérieure, la côte inférieure, la ligne pleurale qui est régulière et qui glisse. Le premier artefact qu'on va rechercher, c'est la ligne A. Les lignes A sont des artefacts de réverbération qui signifient que ce poumon contient de l'air. C'est très rassurant. Ces lignes, elles sont horizontales. Elles sont toutes séparées de la distance qui est en fait la distance entre la sonde et la ligne pleurale. Et elles sont statiques. Toutes ces caractéristiques sont indispensables. Sinon, on fait des erreurs. Comment elles sont construites? Donc, votre sonde, elle envoie des ondes. Cette onde va d'abord aller vers la ligne pleurale et 99% vont être renvoyés vers la sonde. En échographie, le temps, c'est la distance. Donc, le temps que va mettre cette onde à revenir va être interprété en termes de distance et c'est la première étape, c'est la ligne pleurale qui va apparaître sur votre écran. Certaines de ces ondes qui reviennent vers la sonde vont repartir, vont être réfléchies vers la sonde, repartir vers la ligne pleurale et repartir. Le temps, c'est la distance. Donc, on crée une deuxième ligne de réverbération, mais celle-là qui est 2 fois plus loin. Et ainsi de suite, les ondes vont continuer à être réfléchies à l'infini entre votre sonde et la ligne pleurale. Et ça crée ces lignes horizontales, statiques, et qui vont être séparées par une même distance toujours. Parfois, vous voyez, on a ces petites lignes entre ici. Ce ne sont pas des lignes A. C'est un autre type d'artefact, je ne sais même pas ce que c'est, mais ce ne sont pas des lignes A. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble à un poumon normal? Ici, pareil, toujours systématique, la côte supérieure, la côte inférieure. Je cherche la ligne pleurale ici. Voilà, et vous voyez qu'il y a ce petit mouvement comme s'il y avait des insectes qui marchaient le long de cette ligne, avec des petites fourmis là, qui marchent. Voilà, et puis les lignes A ici. Voilà. Ça, c'est un poumon contrôle artéral d'un bébé qui avait une hernie diaphragmatique. Donc, il y a vraiment un poumon normal de l'autre côté. Ça nous a aidé à ne pas donner de surfactant à ce bébé parce qu'on savait qu'il avait un poumon qui n'avait pas de déficit en surfactant. Ensuite, on peut tourner la sonde horizontalement entre les côtes et voir, ici on ne voit plus les côtes, mais on voit bien la ligne pleurale et on voit ces lignes-là. Ça, c'est la définition du poumon normal. Okay. Alors, je vais revenir en arrière pour montrer comment est-ce qu'on scanne. Donc, d'abord, il faut que votre examen soit exhaustif, c'est-à-dire que parfois on a la réponse à notre question en ayant scanné 2-3 endroits. C'est important de tout scanner parce que quand on fait une radio de thorax, on voit tout, on explore tout le poumon. Si ça se trouve, vous aviez autre chose dans le dos. Et c'était mes premières erreurs. Parfois, je scannais l'antérieur, je ne voulais pas bouger le bébé, je ne pourrais pas derrière. C'est une grossière erreur. Il faut vraiment, surtout la première examen, tout scanner. Donc, on va diviser le thorax en trois régions. Une région intérieure, une région axillaire et une région postérieure qui sont séparées par les lignes axillaires antérieures et les lignes axillaires postérieures. On scanne verticalement, la sonde toujours verticale. On n'a pas besoin de scanner. Alors moi, c'était notre… chaque service doit avoir sa propre nomenclature pour donner des noms à ces vues. Il n'y a pas de recommandation, mais c'est important que tout le monde dise la même chose et que ce soit très simple parce qu'il faut taper quand même à chaque fois. Donc, que ce soit très, très rapide. Les Canadiens, ils ont recommandé d'utiliser R1, R2, R3, R4, R5. Chacun a sa nomenclature. Je ne sais pas ce que vous avez avec Claire. Ouais. Ouais.
En fait, il faut savoir juste que ça indique un petit peu ce que vous scannez. Donc, que tout le monde se mette d'accord dans le service sur le nom à donner à chacune de ces vues. Et c'est toutes les régions qui doivent être interprétées. Rafik vous parlera après du fait qu'on peut scorer chacune de ces régions. Les conventions en termes d'orientation d'image, c'est très important. Donc, quand on est vertical, ici, on a la tête du bébé à gauche de l'écran et les pieds du patient à droite de l'écran. Et quand on passe en, alors je dis horizontal, mais Daniel Lichtenstein va voir de ça, puisque les côtes sont obliques, donc on tourne à 90 degrés. La droite du patient est à gauche de l'écran et la gauche du patient est à droite de l'écran. Ça, ce sont les conventions universelles des échographies. Voilà. Alors, juste pour vous faire travailler un peu, voilà. Il manque une slide. Donc, en résumé, quand vous faites une écho pulmonaire, il faut que votre focus soit sur la ligne pleurale, que la profondeur soit entre 3 et 4 cm. Ça, c'est des recommandations qui ont été publiées comme guideline. Donc, 3 à 4 cm de profondeur. Il faut ajuster le gain. Très important, on ne prend pas d'image, on ne prend que des vidéos. Et je vous recommande des vidéos de 3 à 6 secondes. Je vais vous montrer pourquoi après. On a quelques petites réglages à faire qui sont notamment de ne pas mettre d'harmonix. Les harmonix, ce sont des réglages supplémentaires des machines pour supprimer les artefacts. Surtout, ne mettez pas d'harmonix parce que ce que vous interprétez, ce sont des artefacts. Plus votre machine est vieille, plus elle fait d'artefacts, meilleure elle est. Donc, il faut demander aux représentants des très grandes compagnies qui font des images superbes anatomiques d'enlever tout ce qui améliore la qualité de l'image. En fait. Ensuite, on a des petites choses plus pointues comme le Spatial Compounding Function qui est en fait, vous voyez ici, il n'est pas mis et là, il est mis. La différence, c'est que les ondes sont toutes transmises. Parfois, elles sont transmises toutes verticalement, perpendiculaires à votre sonde, mais dans certains domaines, quand on fait le Spatial Compounding Image, les ondes peuvent être envoyées aussi de façon latérale, vers la périphérie, qui donne une image, vous voyez, un petit peu mixte sur la gauche, qui n'est pas très claire. On préfère une image comme ça, où les lignes B, on vous expliquera plus tard, où les artefacts sont bien tous verticaux. Voilà, donc il y a des petites choses. Alors, on fait une étude en ce moment en Angleterre, et je reçois donc des images de tous les niveaux d'expertise possibles de gens qui font de l'échographie pulmonaire. Et je vais vous montrer, par exemple, ce que je reçois. Ça, par exemple, c'est une image, on me demande de mettre un score. Je ne peux pas scorer cette image, elle est noire. Donc, s'il vous plaît, adaptez le gain de telle sorte que la ligne pleurale soit bien visible, mais aussi que les côtes soient visibles. Je ne suis même pas sûre que ce soit du poumon. Il faut voir les côtes, il faut voir la ligne pleurale, et puis il faut quand même qu'il y ait autre chose que du noir sur l'image. Donc, réglage du gain. Deuxièmement, ici, vous voyez, voilà ce que j'ai trouvé, mais l'image fait à peu près un dixième de seconde. Vous n'avez rien à interpréter, surtout si le bébé bouge. Par contre, voilà une image où, en effet, c'est long, le bébé bouge, il a du mal à... Mais comme le clip dure 6 secondes, on arrive quand même à capter les informations importantes. C'est pour ça que quand vous scannez, le bébé peut bouger, n'importe quoi peut se passer. Donc, donnez-vous suffisamment de temps sur les clips. Ensuite, ici, c'est une région que les gens ont dit, on a du mal à scanner la région postérieure. C'est vrai, c'est pas facile, on ne peut pas scanner derrière l'omoplate. Et il faut glisser la sonde entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Le petit truc que m'a donné la Lichtenstein, c'est qu'il faut prendre la sonde près de l'extrémité de la sonde pour avoir un bon contact entre la sonde, le gel et la peau. Donc, prenez votre sonde le plus proche possible de son extrémité, en contact complet avec la peau pour pas qu'il y ait de perte de signal. Sinon, oui, alors vous soulevez, vous demandez de l'aide, demandez de l'aide aux infirmières. Elles adorent ça parce qu'elles voient, elles comprennent ce qu'elles font en plus. Et c'est très utile de leur demander de prendre un des bras du bébé, de le tourner et vous de glisser votre sonde sous le dos du bébé. Sinon, on a des pertes de contact comme ça au milieu et on ne peut pas non plus interpréter. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vont vous arriver quand vous allez commencer les échographies pulmonaires. Voilà. Donc, on a vu le poumon normal, on a vu la ligne A. Je suis obligée de vous parler quand même, ça, Rafik, j'ai vu que tu en parlais, donc je n'ai pas en parlé, de la mise en place de l'aération pulmonaire. Tu en parles, c'est ça? Donc, je vais passer. Attention aussi à ce piège. Ça, c'est quelqu'un qui avait le TGC, vous savez, le Time Gain Compensation, c'est-à-dire avoir un TGC qui est bien homogène.
toute votre image va être homogène. Sinon, vous voyez, j'ai une partie qui est noire ici, et peut-être qu'elle me cache une ligne A. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, ça tombe, ce gain qui est diminué à cet endroit-là, peut du coup, d'abord me cacher des lignes A, mais en plus me créer des fausses lignes A, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais il y a une ligne A ici ». Non, c'est la jonction entre deux zones de gains différentes. Donc, il faut que le gain soit bien aligné. Je vous parle des lignes B parce que le poumon normal du nouveau-né à terme, et PREMA, comporte des lignes B. Les lignes B, ce sont les seconds artefacts qui sont causés par l'interaction d'eau et d'air. Alors, je vous ai mis cette magnifique tableau parce que quand vous allez commencer à scanner, au bout d'un moment, vous allez devenir fan, peut-être, et vous allez voir des artefacts partout dans votre environnement, dans la vie courante, dans les peintures, et vous allez dire finalement, on n'a rien inventé parce que Van Gogh, il a extrêmement bien décrit les lignes B. Si vous comparez, c'est exactement la même chose. Lui, il a dit c'est la lumière et l'eau, et nous, on dit ce sont les ondes et l'eau, très exactement les mêmes types d'artefacts. Ce sont des lignes qui sont verticales. Alors, elles sont causées par quoi? Elles sont causées par le fait que vous avez de l'eau dans les septa interlobulaires. Ce qui est normal à la naissance, les bébés ont tous un peu d'eau dans leur septa. Et donc, l'onde, au lieu de se réfléchir directement sur la ligne pleurale, va continuer à cheminer vers les septa interlobulaires qui ont de l'eau. Et il va y avoir ensuite de multiples petites réverbérations entre cette ligne pleurale et ces septa interlobulaires. Par exemple, l'onde va descendre ici, et là, elle va rencontrer de l'air, elle va faire une multiple réverbération entre la ligne pleurale et cette alvéole pleine d'air. C'est pour ça que ça va donner de multiples petites lignes horizontales ici. Voilà, une ligne B, ça c'est notre échographie au franco-britannique, avec une multitude de petites lignes horizontales. Alors, il y a 4 critères constants. 100% que ce sont des artefacts verticaux qui naissent toujours de la ligne pleurale, qui bougent avec la ligne pleurale et qui sont hyper échogènes. On la définit bien, on peut bien définir sa limite. Elle ne diminue pas d'intensité quand on atteint l'extrémité en la profondeur de l'écran et elle fait disparaître les lignes A. La ligne A ne peut pas être visible derrière une ligne B. D'accord ? Ce sont des artefacts parfois on peut faire quelques erreurs, mais c'est des artefacts extrêmement utiles puisqu'ils ont une sensibilité, une spécificité de 100% dans le syndrome interstitiel lorsqu'ils sont plus de 3 par espace intercostal, c'est ce qu'on appelle les fusées pulmonaires. On en parlera aussi après. Voilà, et vous voyez cet artefact, il bouge avec la ligne pleurale. Si vous vous souvenez des lignes A, c'est l'opposé point par point des lignes A. Les lignes A étaient horizontales, les lignes B sont verticales. Les lignes A sont statiques, la ligne B bouge. Les lignes A sont séparées des mêmes distances. Les lignes B peuvent être à des distances très variables. Donc, c'est l'opposé point par point. Voilà, quelques exemples. Vous voyez, part de la ligne pleurale et elle diffuse comme ça. Quand on en a plus de 3 par espace intercostal, c'est un syndrome interstitiel. Alors là, j'aimerais que quelqu'un intervienne pour vous faire un peu, pas que vous endormiez trop. Qu'est-ce que vous pensez? Ce sont des pièges. Voilà, je vous l'annonce. Sur la gauche, c'est une image de M. Lichtenstein. Ici, donc, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit ici? Est-ce que vous pensez, voilà, j'ai posé une question très précise, est-ce une ligne B ici? Est-ce une ligne B ici? Je demande à l'audience que j'ai devant moi, parce que c'est difficile ici, qui pense qu'il s'agit de lignes B? Personne qui pense que ce ne sont pas des lignes B. Ah, oui, tu connais. Vous ne savez pas, il y a des indécis. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que ce ne sont pas des lignes B? Hein? Parce que c'est un piège. Il s'appelle Rafik. Et sa définition, c'est dans le poumon. Voilà. Et ici, l'autre piège, ce ne sont pas des lignes B, ce sont des lignes Z qui se voient dans un poumon normal aussi. Mais ça c'est pas très important. C'était juste pour faire réveiller un peu. Autre point important, je vous ai dit, il faut être systématique et bien scanner jusqu'à la jonction thoraco-abdominale. J'insiste. Petite histoire, j'étais appelée un jour sur un 23 semaines, 22 plus 5, 23 semaines, à 2 jours de vie, qui s'était dégradé sur le plan abdominal. On m'avait dit l'abdomen un peu ballonné. Bon, pas tellement, mais surtout les pressions sur le respirateur. Il était en mode volumétrique. Les pressions étaient montées
à 23-24 alors qu'il était à 5 ml/kg de volume courant, ce qui était inhabituel pour un 22-23 semaines. Donc, je dis, je vais scanner les poumons parce que je ne comprends pas pourquoi les pressions sont aussi élevées. Et en fait, les poumons étaient un petit peu, comme tous les 22 semaines, ils sont très blancs, mais rien de spécial sur le poumon. C'est en explorant la jonction thoraco-abdominale qu'on a trouvé un épanchement intra-abdominal massif qui en fait comprimait le poumon de façon indirecte, et c'était une extravasation de liquide du cathéter ombilical qui était cliniquement pas très symptomatique, traité comme une suspicion d'entérocolite pendant la nuit, mais un abdomen qui était quand même assez souple, donc on ne savait pas trop ce qu'on traitait. Et le fait d'avoir fait l'écho pulmonaire jusqu'à la jonction thoraco-abdominale a permis, et ce n'est pas la seule fois, je pense que vous avez des histoires similaires, de découvrir des pathologies intra-abdominales, parce que chez ces bébés, tout communique. Voilà. Donc, scannez bien la jonction thoraco-abdominale en antérieur, en postérieur, et vous allez voir le diaphragme ici. Voilà. Donc, ça va être la fin de mon topo. Juste pour la transition avec le topo de Rafik, on a vu ici que, en fait, les lignes A et la ligne pleurale et toute la sémiologie de l'écho pulmonaire, c'est absolument ridiculement simple parce que tout est basé sur le ratio entre l'air et l'eau. Quand il n'y a que de l'air, c'est le pneumothorax, on n'a que des lignes A c'est R. Quand on a un petit peu d'eau dans les septa interlobulaires comme ici, on voit apparaître, ça c'est le poumon normal, à 95%, on voit apparaître les lignes B, on a un petit peu d'eau. Un peu plus d'eau encore, l'eau remplit cette fois-ci les alvéoles, c'est le syndrome alvéolo-interstitiel, on voit apparaître des consolidations. Et puis, quand il n'y a que de l'eau, 100% d'eau ici, 100% d'eau, c'est l'épanchement pleural. Donc, toute la sémiologie de l'écho pulmonaire repose uniquement sur les artefacts créés par la différence de ratio entre l'air et l'eau. Et vous voyez, A-line, B-line, consolidation, effusion. À chaque artefact, vous allez avoir une pathologie. Quand vous n'avez que de l'air, vous allez avoir le pneumothorax. Un peu de liquide dans le septa interlobulaire, vous allez diagnostiquer l'œdème pulmonaire et la DRT. Des alvéoles pleines, toutes les pathologies néonatales, et puis le chylothorax ou les épanchements pleurales des pneumonies. Donc, ce qui est important, c'est connaître son patient, le contexte clinique et dire quelles sont mes hypothèses diagnostiques avant de faire l'écho, parce que parfois, un même pattern va vous donner des diagnostics très différents. Donc, sachez exactement quelles questions vous posez à votre écho pour pouvoir y répondre. Et enfin, une petite vidéo pour vous faire la synthèse de tout ça, de ce schéma. Ici, 100% d'air, c'est le pneumothorax. La ligne pleurale ne glisse pas, on verra ça plus tard. Le poumon normal avec une plèvre qui glisse et des lignes A, pas de ligne B. Un peu plus d'eau, vous voyez les lignes B qui apparaissent ici, qui effacent les lignes A. Les lignes B coalescentes, vous avez des poumons blancs. Encore un petit peu plus d'eau, vous avez des consolidations qui apparaissent sous la plèvre. Initialement, des toutes petites consolidations qui peuvent être de plus en plus larges. Ici, encore plus importantes. Parfois, qui vont être, on a du mal à voir la teinte inférieure, et puis parfois qui vont prendre tout le lobe ici, avec ici une pneumonie, des pneumonies et ensuite avec que de l'eau, avec des épanchements pleuraux qui sont petits ou plus importants, comme ce chylothorax ici, avec une grosse consolidation en face. Donc ça, c'est toute la sémiologie de l'échographie pulmonaire. Après, il y a des limites, et je finis avec cette slide. Il faut être systématique. Comme la radio vous montre tout, vous devez regarder toutes les régions pulmonaires. Il faut que les lésions soient en contact avec la surface, puisque tout ce que vous allez explorer, c'est près de la ligne pleurale. Mais en fait, on ne cherche pas trop des tumeurs du hile ou des choses profondes dans le poumon nouveau-né. Toutes les pathologies néonatales touchent la surface du poumon. Et on n'est pas très bon pour diagnostiquer la surdistension. Alors, avec le temps, on y arrive, on voit que la ligne pleurale glisse moins. Mais on n'a pas de critères vraiment discriminatif et 100% fiable pour diagnostiquer la surdistension. Donc, pour ça, en B1 de HFO, on fait toujours des radios de thorax, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai fini ma partie. Si ça vous intéresse, pour les questions, on pourra parler du curriculum, du training, comment faire un compte-rendu d'échographie pulmonaire. Mais j'attends plutôt vos questions et puis je vais passer la parole à Rafik.